C'est-à-dire que oui, le passé disparaît, les gens qu'on aime meurent, les souvenirs s'effacent, tout ça brûle, mais ce n'est pas parce que ça brûle qu'on n'en emporte pas quelque chose avec soi. Mais je crois qu'on a mille façons d'exprimer les sentiments. On vit dans une société qui valorise beaucoup, beaucoup la parole. C'est très bien de parler, mais je pense qu'il y a aussi parfois, dans l'amour, il y a aussi parfois des silences, il y a des tendresses qui sont silencieuses, il y a des générosités qui sont silencieuses ou qui passent par d'autres gestes. Et finalement, la mémoire est une forme de romancière. Elle écrit son propre roman. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, chère Leila Slimani, d'être présente parmi nous ce soir. Je suis très heureux et très honoré de vous accueillir au sein de Réseau l'École de méditation, qui est la plus grande école de méditation en France, pour cette nouvelle soirée en partenariat avec Zone Critique, le média sur la création contemporaine. Leila Slimani, vous êtes l'une des plus importantes écrivaines du paysage littéraire contemporain. Vous avez écrit notamment Chansons douces en 2016, qui a obtenu le prix Goncourt, et puis vous avez publié un grand cycle romanesque, et en janvier, vous avez publié le dernier tome de ce cycle, J'emporterai le feu. C'est un texte qui m'a vraiment ému, qui m'a même bouleversé, pour plein de raisons. Il y a 1000 raisons différentes de lire ce très grand texte. Et l'une des raisons les plus importantes, je trouve, c'est que vous avez réussi à rendre vos personnages vraiment vivants, vraiment humains, vraiment réels. Et pour moi, c'est vraiment ce qui fait en fait, la différence entre les très très grands textes, les romans qui me bouleversent vraiment, et puis les autres, on pourrait dire. Et je trouve que vos personnages sont à la fois complexes, ambigus, équivoques, contradictoires parfois. Et c'est ce qui fait en fait qu'on vit avec eux, qui nous accompagnent. Et je trouve que c'est vraiment une expérience fascinante à faire en tant que lecteur, c'est-à-dire que vos personnages m'ont habité, je me suis oublié. Donc l'espace de quelques jours, je me suis mise à vivre avec Mehdi, avec Aïcha, avec Mia, avec Inès, les personnages de J'emporterai le feu. Et le premier personnage, en tout cas la première personne que nous découvrons dans votre récit, c'est vous, puisque en fait votre prologue commence par la description des circonstances dans lesquelles vous avez écrit J'emporterai le feu. Et vous nous parlez notamment d'un phénomène qui s'appelle le brain fog, que je ne connaissais pas, mais que j'ai découvert avec vous, et qui aurait touché beaucoup de personnes qui ont été atteintes du Covid, un état de trouble mental. Et peut-être que pour commencer, vous pourriez revenir sur cet état-là et nous dire en quoi il a influencé aussi l'écriture de J'emporterai le feu. Bonjour à tous, merci d'abord pour ces compliments et cette belle présentation. Donc le livre commence, oui, à la première personne, mais ce n'est pas moi. La première personne qui parle, c'est Mia Daoud, qui est le personnage central de ce livre et qui est la narratrice, le personnage de l'écrivain, et qui est un personnage très très important pour moi, à la fois sur le plan narratif, pour l'histoire de la famille Belhaj et Daoud, mais aussi sur le plan littéraire, parce qu'à travers ce personnage, j'apporte finalement une forme de résolution à cette trilogie. J'avais envie qu'à la fin de la trilogie, on comprenne qui raconte cette histoire et d'où est-ce que cette histoire est racontée, et qu'en fait, d'un coup, le troisième tome permette d'apporter un éclairage sur l'ensemble du cycle romanesque. Et l'idée, c'était que vraiment d'un coup, les gens se disent « Ah, d'accord !» Donc quand j'ai lu le premier et que j'ai lu quand Mathilde arriva à la ferme, elle pensa « C'est trop loin », ça n'est pas un récit qui venait de nulle part. C'est cette petite fille, Mia, qui a raconté l'histoire de sa grand-mère, mais donc il l'a imaginée, qui a raconté à travers ses souvenirs. Mais effectivement, ce qu'il y a, Mia partage des choses avec moi. Et je joue beaucoup dans le livre de la confusion entre la fiction et le réel, et d'une espèce d'identification que je laisse le lecteur faire entre moi et Mia. Il y a beaucoup de choses qui nous opposent, mais il y a aussi beaucoup de choses qui nous rapprochent. La première étant d'être écrivain. Et effectivement, quand j'ai écrit le livre, j'ai traversé une période de très grande perte de repères, de sorte de crise, de crise un peu existentielle, mais qui n'était pas liée pour moi à une maladie,
mais à une forme d'épuisement physique, d'épuisement mental, et au fait que je m'étais un peu perdue dans la littérature. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez oublié en lisant le livre. Et ben moi, je me suis oubliée en l'écrivant, mais au point que je ne savais plus vivre, je ne savais plus être dans la vraie vie. Je savais communiquer avec mes personnages, passer du temps avec eux, mais j'étais plus capable de faire à manger, j'étais plus capable de me promener dans la rue parce que le réel me paraissait totalement irréel. Et donc, je me suis intéressée à cette question quasi neurologique de la mémoire, parce que je perdais aussi beaucoup la mémoire, et que, là encore, pour installer une forme de confusion, ce récit n'est pas un récit de, c'est pas un récit de souvenirs. C'est pas quelqu'un qui se souvient et qui vous dit voilà ce dont je me souviens. Par définition, Mia ne peut pas se souvenir des années 40 puisqu'elle n'y était pas. Donc c'est un livre qui interroge le rapport à la mémoire. En fait, on se souvient de très peu de choses. La mémoire, elle réordonne le récit de notre vie. Elle réordonne les récits aussi qu'on nous a transmis. Et finalement, la mémoire est une forme de romancière. Elle écrit son propre roman. Et donc, c'était pour ça que c'était intéressant pour moi d'avoir quelqu'un qui a une mémoire défaillante. Parce qu'une mémoire défaillante, c'est un écrivain avec un style particulier. C'est-à-dire que votre mémoire, elle ne défaille pas. C'est pas pour rien qu'il y a des choses que vous oubliez, des choses que vous gardez. C'est parce que ça dit quelque chose. Et donc, c'était en ça que c'était intéressant pour moi d'avoir quelqu'un qui a peur de perdre la mémoire, peur de perdre le langage, qui sont les deux choses essentielles à un écrivain, et qui se retrouve face à un médecin en lui disant « si je perds ça, je perds tout, je suis fini ». Et c'est ce médecin qui l'invitera, comme il dit, à trouver sa Madeleine, c'est-à-dire à retourner sur les traces d'un passé enfoui mais inaccessible. Puisque effectivement le pays des autres dessine donc la fresque entre la France et le Maroc de la famille Daoud Beljad. Belhaj, Merci. Donc sur plusieurs générations, des années 40 jusqu'aux années 2010. Et donc ce personnage de Mia est vraiment un personnage clé dans ce récit, comme vous l'avez très bien indiqué. Et il y a cette phrase à propos d'elle, je vous cite: « Ses parents croyaient naïvement que les livres étaient une cape d'invisibilité qui rendait leur fille inaccessible aux malheurs et aux dangers. Ils n'avaient pas compris que Mia y cherchait autre chose que les romans avaient nourri en elle, un immense appétit de liberté, une aigreur à l'égard de sa vie morne et sans relief, à la périphérie du monde. » Et au fond, qui est Mia, cette double dont vous parlez? Que cherche-t-elle? Quel est son code existentiel? Donc Mia, c'est une jeune femme qui naît au milieu des années 70 et qui est donc la petite fille de Mathilde et d'Amine. Mathilde, donc cette femme alsacienne qui est tombée amoureuse d'un soldat marocain et qui s'est installée au Maroc à la fin des années 40. Et elle est la fille de Mehdi et de Aïcha, qui sont, au moment où le troisième tome commence, un couple bien installé de la bourgeoisie de Rabat. Elle est gynécologue, c'est une femme, Aïcha, très engagée, féministe, qui, à travers le soin qu'elle apporte au corps des femmes, a aussi une action qu'elle espère être une action d'émancipation pour ces femmes, ou en tout cas une action d'écoute et de très grande lucidité sur la façon dont les femmes vivent à cette époque-là. Et Mehdi, quant à lui, est très différent, beaucoup moins ancré que sa femme. C'est un homme extrêmement intelligent, qui connaît une carrière fulgurante. Il est très très ambitieux, mais c'est un homme qui est empêtré dans beaucoup de contradictions, qui est très tiraillé entre un désir justement de réussite sociale et en même temps un désir de pureté, entre le désir d'être présent pour ses filles et pour sa famille, et en même temps une très grande soif d'indépendance, une forme de nationalisme et en même temps un grand cosmopolitisme. C'est quelqu'un de très complexe et qui souffre aussi de ces tiraillements. Et Mia est une petite fille qui d'abord voue à son père une admiration, une adoration sans limite, d'autant plus qu'elle le trouve extrêmement mystérieux, insaisissable, qu'elle ne le comprend pas, qu'elle ne le voit pas souvent, et que la masculinité aussi de son père la fascine, dans la mesure où elle vit dans un monde de femmes, avec surtout sa grand-mère, sa mère, etc., et qu'elle n'a pas beaucoup d'intérêt pour ce monde féminin, auquel va venir s'ajouter une autre personne qui est sa petite sœur, qui naît dans la première scène du roman, et vis-à-vis de laquelle elle va nourrir une haine et une jalousie très intense, très, très noire.
Et au fur et à mesure qu'elle se rapproche de son père, qu'elle intègre de plus en plus ces codes de la masculinité, elle découvre aussi sa sexualité et son homosexualité dans un pays qui la réprouve. Et c'est à travers la découverte de son homosexualité qu'elle comprend aussi qu'elle vit dans un monde qui est un monde marqué par l'hypocrisie, par une forme de conformisme social, qui a un monde traversé de frontières. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, chez elle, c'est un monde plutôt libéral, je disais cosmopolite, bourgeois, où on défend des valeurs de liberté, d'égalité entre les hommes et les femmes, d'une certaine forme, je ne dirais pas de laïcité, mais en tout cas de liberté religieuse, de droit de chacun à faire comme bon lui semble, même d'une certaine liberté sexuelle. Mais elle comprend qu'à l'extérieur, ça n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et ses parents lui enjoignent de se taire, de ne pas parler de ça, de ne pas parler de ce qui se passe à la maison et de ne pas parler de son homosexualité. Et donc elle comprend qu'en fait, enfin justement non, elle ne comprend pas. Le monde dans lequel elle vit est un monde informe, dans lequel il n'y a pas de constance, dans lequel il n'y a pas de vérité absolue, dans lequel le rapport à la morale change en fonction des circonstances, c'est-à-dire est assez opportuniste. Et donc c'est une jeune femme qui souffre énormément parce qu'elle a envie d'absolu. C'est une grande lectrice, c'est une enfant très très intelligente et qui rêve d'ailleurs, qui rêve d'absolu, qui rêve de liberté, mais qui sait que le prix à payer pour cette liberté sera très très grand. Et je trouve d'ailleurs que les pages où vous décrivez l'adolescence du personnage sont vraiment splendides. Enfin, moi, c'est parmi celles qui m'ont le plus plu dans votre roman. Et précisément, donc, ce personnage de Mia voilà, découvre la France, puisque voilà, elle part faire ses études en classe préparatoire à Henri IV. Donc elle découvre la grisaille des dimanches parisiens. Et là, qu'est-ce qu'elle sent, qu'est-ce qu'elle découvre de ce pays-là? Comment est-ce qu'elle le perçoit au moment de son arrivée? Ce qui est très étrange pour Mia, c'est que Mia, elle est française. Sa grand-mère est française, donc elle est française. Elle a été toute sa vie au lycée français, elle parle le français, elle a lu les livres français, elle a vu les films français. Et au fond, quand elle part, elle pense que ce pays est d'une part, est son pays, même si ce n'est pas un pays avec lequel elle a un rapport sensuel ou charnel, puisqu'elle n'y a jamais vécu. Mais en tout cas, elle a le sentiment qu'elle en maîtrise les codes, qu'elle le comprend. Et puis, en même temps, au moment de partir, elle a une espèce d'inquiétude parce qu'elle se dit « Mais moi, j'ai lu tous ces livres des Français, j'ai lu Balzac, Zola, Aragon et les autres, et je n'ai jamais vu un personnage qui me ressemble. Et si je n'existe pas dans leurs romans, comment je peux exister dans la vie ?» Et quand elle va arriver, elle va vivre quelque chose, une expérience que vivent énormément de gens qui sont dans la même situation que Mia. C'est le sentiment d'arriver dans un pays dont vous connaissez énormément de choses, mais où personne ne vous connaît. Et où personne ne connaît votre histoire, dont vous parlez la langue, dont vous maîtrisez les codes, mais où ceux que vous avez en face de vous ne sont pas dans cette relation réciproque. Et donc ça crée un très très grand sentiment de décalage, et puis elle se rend compte qu'elle maîtrise pas, c'est-à-dire que oui, elle maîtrise les grands codes, mais elle maîtrise pas toutes les références, notamment de pop culture qu'utilisent tous ses amis, qu'elle n'est pas habituée au mode de vie occidental. Et puis j'essaie toujours dans le livre de travailler et de raconter les choses à travers le corps, parce que je crois que les grandes questions politiques qui sont abordées dans le livre sont toutes des questions qui interrogent le rapport au corps, et notamment l'immigration. C'est d'abord une expérience physique, l'immigration, et c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même. S'installer dans un nouveau pays, c'est s'habituer à un climat, c'est s'habituer à une nouvelle lumière, c'est s'habituer à une nouvelle nourriture, à une nouvelle façon de se tenir, à une nouvelle façon parfois même de parler, c'est-à-dire de hauteur, de voix. Il y a des pays où on se fait la bise, des pays où on se donne la main, c'est faire des erreurs avec son corps, ne pas savoir comment manger. Et donc, elle est troublée, son propre corps est troublé, elle a tout le temps sommeil, elle n'est jamais rassasiée, la nourriture n'est pas la même que celle de chez elle. Donc c'est une expérience profondément mélancolique et puis par instant humiliante, parce que ce pays qu'elle croyait être le sien,
c'est dans ce pays-là que pour la première fois, elle va se rendre compte qu'elle est une arabe. Et elle va se rendre compte de qu'est-ce que c'est être un arabe dans les yeux des Français dans les années 90, qui étaient des années où la façon dont on parlait des Beurs, des Rebeux, des Arabes était beaucoup plus désinhibée qu'aujourd'hui. Enfin, je veux dire, c'était des années, moi, que je suis arrivée en 98, je me souviens 2 ans avant, il y avait encore des Maghrébins qui étaient jetés, enfin, il y avait eu ce fameux Maghreb marocain qui avait été jeté dans la Seine un 1er mai, il y avait les skinheads et tout, c'était une époque où il y avait une sorte de peur qui circulait comme ça, et donc elle est très effrayée, elle ne se sent pas à son aise, mais elle ne savait pas, avant d'aller en France, qu'elle était une arabe. Et effectivement, elle le découvre sur place, et ce que j'ai trouvé très touchant, c'est cette pudeur de Mia qui n'ose pas trop en parler non plus à ses parents, à Aïcha, quand elle appelle sa mère au téléphone. Elle ne lui dit pas en fait son malaise, son mal-être, et à son père non plus. Et la relation entre Mia et son père est assez surprenante aussi, et notamment ce fameux discours, alors fantasmé ou réellement exprimé, je ne sais pas, enfin, je pense que vous laissez une ambiguïté volontairement sur le sujet. Donc, Mehdi dit ceci à Mia au moment où Mia s'apprête à partir en France. Ces histoires de racines, ce n'est rien d'autre qu'une manière de te clouer au sol. Alors peu importe le passé, la maison, les objets, les souvenirs. Allume un grand incendie et emporte le feu. Je ne te dis pas au revoir ma chérie, je te dis adieu. Mon amour, ne transige pas avec la liberté. Méfie-toi de la chaleur de ta propre maison. Et donc ici, ma question c'est pourquoi est-ce que le père dit à sa fille « pars et ne reviens pas » ? Je crois que c'est le plus grand acte d'amour qu'un parent puisse faire à l'égard de son enfant, celui de lui dire d'être libre. Celui de lui dire je te préfère libre que enfermé à la maison parce que je voudrais te posséder ou parce que je pense que tu dois correspondre à un certain modèle. Il sait que sa fille, parce qu'il lui dit juste avant ça, il lui dit je vois bien ce qu'ils te font et je vois bien ce qu'ils disent de toi. Il est tout à fait conscient de ce qu'elle est. Et au fond, ses parents à qui Mia a pu reprocher une forme d'hypocrisie, une forme de silence un peu autour de son homosexualité, là il lui signifie quelque chose. Je ne suis pas aveugle, je vois très bien et je préfère sacrifier mon bonheur, je préfère être un père malheureux à qui sa fille manque, mais avoir une fille libre. Je préfère ça plutôt que de m'enfermer dans une forme de mensonge pour une sorte de confort. Donc pour moi, c'est un acte d'amour absolument déchirant, d'autant plus déchirant que cet homme est très très attaché à son pays et qu'il sait l'amour que sa fille a pour son pays. Et pour lui, c'est très humiliant de lui dire, en fait, il faut que tu quittes ce pays qu'on aime, ce pays ne t'aime pas. Et ça, je pense que pour un père, et un père comme est Mehdi, c'est absolument terrible d'être obligé de reconnaître ça. Mais je crois que les plus grands actes d'amour qu'on puisse commettre, notamment à l'égard de nos enfants, c'est les moments où on est capable d'un coup de regarder la vérité en face. Et où on est toujours prêt à assumer la liberté de nos enfants plutôt que simplement notre confort à nous, l'envie qu'ils vivent leur vie. Moi, j'ai eu des parents qui m'ont toujours dit, quand je leur demandais mais qui on est, mais que je leur posais des questions comme ça, mes parents me disaient mais je n'en sais rien, on va pas te donner une définition à l'avance, on va pas, voilà, invente-toi, tout est à faire et tout est entre tes mains, invente-toi, tu es libre. C'était terrible. À 18 ans, c'est très dur parce que c'est vertigineux. Être libre à 18 ans et avoir cette liberté entre les mains, et en même temps, 20 ans après, je me rends compte que c'est le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire, celui de ne pas m'avoir défini à l'avance et de m'avoir offert le monde entier, l'horizon illimité. Et est-ce que cette liberté illimitée, c'est la clé qui permet de comprendre le titre de votre livre, donc J'emporterai le feu, qui est une citation de Jean Cocteau, à qui on demande si votre maison brûlait, qu'emporteriez-vous? J'emporterai le feu. Est-ce que ce feu-là, c'est seulement cette liberté, cette intensité de la liberté qui continue à brûler en Mia quand elle part à Paris? Oui, c'est ça.
c'est ce qu'il reste de ce qui est perdu. C'est-à-dire que oui, le passé disparaît, les gens qu'on aime meurent, les souvenirs s'effacent, tout ça brûle, mais ce n'est pas parce que ça brûle qu'on n'en emporte pas quelque chose avec soi, et que les héritages essentiels, ce ne sont pas les objets, ce ne sont pas les maisons, c'est autre chose, c'est cette chose qui traverse les générations, cette chose qui brûle en nous. Et si j'ai choisi de le mettre au futur et à la première personne, c'est aussi parce que c'est une sorte de promesse que je fais à mon père, mais que je fais aussi à la génération d'après. C'est que, oui, je lui dis, je te le promets, je l'emporte, je continue à emporter ce feu avec moi. Rien de ce que vous m'avez donné n'a disparu, ça continue à brûler en moi. Et puis c'est aussi un titre qui est un titre un peu de combat, un titre manifeste. C'est aussi une manière à moi de parler de l'identité et de dire oui, moi j'emporte ce feu qui brûle en moi et je continue de me battre pour cette idée de la complexité, de la nuance, des individus dans ce qu'ils ont de plus intime, de plus chacun différent les uns des autres, ce feu qui brûle en nous tous, qui fait que nous sommes des êtres humains et qu'on ne peut pas être enfermés dans des définitions simplistes, dans des idéologies. Nous sommes le feu, c'est voilà, cette vie, cet amour, cette humanité qui nous ressemble, qui nous rassemble. Donc oui, dire j'emporterai le feu, c'est aussi faire référence à Baldwin, la prochaine fois le feu. C'est-à-dire qu'à ceux qui me refusent une forme des identités, qui me refusent, ou qui peuvent être dans le rejet ou une vision réactionnaire ou raciste des choses, eh bien moi j'ai le feu et je porte ce flambeau pour moi et pour les autres. Et est-ce que vous assumez la définition de roman politique à propos de votre ouvrage? Et si c'est le cas, ma question c'est quelle est la manière particulière qu'a le roman, la forme du roman, de s'emparer de l'objet politique? Vous parliez d'individualité. Est-ce que le roman, c'est pas finalement l'espace où précisément on peut laisser de l'espace pour que ces individualités s'expriment et que c'est à travers elles finalement que la dimension politique du roman se manifeste? Bien sûr, c'est une question très très complexe à laquelle j'ai pas une réponse théorique toute faite et je pense que chaque écrivain fait différemment. Pour moi, en tout cas, la manière dans cette trilogie, mais en particulier dans ce roman-là, d'être politique ou d'avoir une sorte d'engagement ou de tenir un propos politique, c'est l'incarnation. C'est-à-dire ce sont des situations qui sont vécues vraiment par les personnages, ce sont des émotions. Je pense que le corps d'abord est un objet fondamentalement politique. Je pense que raconter l'intimité, il n'y a rien de plus politique et je pense que dans cette époque où finalement on ne sait plus de qui on parle quand on parle, c'est-à-dire on ne sait plus dans les discours idéologiques qu'on entend, les grands discours médiatiques, les grands discours politiques, parfois on a envie de demander mais de qui on parle? De quel humain est-ce qu'il s'agit? On a l'impression que plus personne ne regarde personne dans les yeux, que tout s'est déshumanisé, que tout s'est vidé de chair et du coup vidé de sens. Et je pense que revenir à l'intime, être capable d'un coup de parler aux gens par l'émotion, être capable de recréer une relation d'empathie, de montrer aussi qu'on peut s'identifier à quelqu'un qui est différent, qu'on peut être bousculé par l'autre sans entrer dans un conflit ou sans le détester. Donc bien sûr, pour moi, le propos, il est politique simplement à travers le fait que j'ai envie que le lecteur, d'un coup, soit amené à vivre des situations ou à être témoin de situations qui vont le questionner et qui vont l'amener à avoir peut-être une empathie ou une compréhension de choses auxquelles il n'est pas d'habitude confronté. D'autant que une des grandes questions politiques pour moi de ce livre et de cette trilogie, c'est aussi d'écrire un grand roman contemporain universel sur le Maroc, donc un grand roman contemporain universel sur un pays du Sud, sachant que pendant très longtemps, on nous a refusé ou nier la possibilité pour nous, pays du Sud, de pouvoir écrire des grands romans universels auxquels les Occidentaux, eux, viendraient s'identifier. Donc ça, c'est la référence à l'écrivain Saul Bellow qui dit qui est le Tolstoï des Zoulous. Eh bien, le Tolstoï des Zoulous, c'est Tolstoï. Il y a sans doute un auteur zoulou qui pourrait être le Tolstoï des Zoulous. Donc ça, c'est la grande question. Donc je voulais mettre aussi parfois le lecteur un peu mal à l'aise, le bousculer, et puis m'interdire absolument toute caricature, tout cliché,
toute simplification, ne pas donner au lecteur exactement ce qu'il attend. Essayez vraiment d'aller chercher dans les petits détails. Les détails disent tout. Dans un déjeuner, la façon dont quelqu'un va vous parler, je sais pas, je pense par exemple à Inès, qui vient de déjeuner chez les parents de son petit ami, les petites phrases qui sont dites comme ça. Donc voilà, essayez d'éviter toutes les caricatures pour que d'un coup ce soit autre chose, une sorte de vérité du cœur qui apparaisse, et de vérité du langage aussi. D'un coup que cette phrase, on se dit « Ah ouais, c'est vrai, cette phrase je l'ai déjà entendue. Ouais, c'est vrai que c'est comme ça que ça se passe. » Des vraies phrases, des vrais mots, pas tous ces mots creux et ronflants qu'on entend, les mots de la vie des gens. Et merci d'avoir répondu à la question que j'allais vous poser. Précisément, en fait, je trouve que moi, c'est ce qui m'a vraiment touché dans votre livre, c'est le sens du détail. Et en fait, en vous lisant, je repensais à un roman que j'adore de Philip Roth qui s'appelle La Tâche. Je ne sais pas si vous appréciez ce livre, mais il y a une scène absolument fantastique dans ce roman, donc, qui décrit entre autres la relation amoureuse, sexuelle et amoureuse entre un personnage qui s'appelle Coleman Silk et une femme qui s'appelle Fonya Farley. Et à un moment donné, Coleman Silk vient voir Fonya Farley sur son lieu de travail, qui est une laiterie, et il y a une scène de description complètement incroyable de la relation de séduction entre ces deux personnages, de la laiterie elle-même, et puis tout ce qui se joue d'invisible. Et à un moment donné, le narrateur a cette phrase « si copieux, abondant, surabondant dans sa plénitude sensorielle, le détail de la vie, qui en est la rhapsodie. » Et je trouve que votre texte, précisément, abonde de détails concrets, qui donnent de la chair aux individualités, comme vous le dites, et qui fait qu'on arrive à ressentir de l'empathie en tant que lecteur, et c'est ce qui fait que, précisément, on s'oublie en vous lisant, comme je le disais au début de l'introduction. Et simplement pour revenir à ce que vous disiez, donc roman politique, pour décrire ce Maroc-là, précisément, est-ce que vous pourriez nous montrer ce Maroc des années 80 que vous décrivez dans votre roman? Quel est ce pays? C'est un moment de l'histoire du Maroc qui est extrêmement complexe, plein de contradictions. Donc c'est un moment de crise pour le Maroc qui sort des années 70, qui sont des années de désillusion, puisque les années 70 ont commencé plutôt sur une sorte de parenthèse enchantée, avec une jeune génération qui va être la première jeune génération extrêmement diplômée, ouverte, assez acquise aux idées de gauche, aux idées révolutionnaires, tiers-mondistes, panarabistes, etc., panafricanistes, enfin c'est tout ce qui circule à l'époque, et les attentats dont le roi Hassan II va être victime dans les années 70 vont conduire à un durcissement du régime et à la mise en place d'un système de répression qui, dans les années 80, a atteint vraiment son paroxysme. Et c'est en plus une période de très grande crise économique, puisque au tout début des années 80, le Maroc va vivre la pire sécheresse de son histoire, qui va conduire à un exode rural massif, et donc à la prolifération des bidonvilles autour des villes, à des émeutes, donc les fameuses émeutes du pain de 1981 à Casablanca, mais ensuite chaque année des espèces d'échauffourées, de moments comme ça de chaleur très fort dans les pays, de contestation, évidemment réprimé dans la violence. En même temps, donc ce roi qui est un roi très dur, qui ne respecte pas les droits de l'homme, qui est critiqué en ça notamment par François Mitterrand, est quand même un roi qui, à l'époque, a un très très grand charisme. Pour ceux qui ont vécu cette époque ou qui ont vu des vidéos, c'est un roi qui passe à 7/7, qui invite les grands journalistes français dans son palais. C'est un homme qui s'exprime dans un français absolument parfait, un homme d'une très très grande culture, qui en plus se revendique d'ailleurs le fait lui-même, ce qui peut paraître très étonnant quand on y pense aujourd'hui, il revendique le fait d'être de double culture, parce que lui ayant notamment été éduqué en partie sous le protectorat, il dit « moi je suis en fait, le Maroc est un pays qui est un pont entre le monde arabe, le monde africain et le monde européen. C'est une époque, ça aussi, on l'a oublié, mais voilà, les années 80, c'est l'époque où le Maroc pose sa candidature à la communauté européenne à l'époque.
Donc c'est tout à fait un autre monde, et puis c'est un monde où l'immigration vient juste de commencer. Donc dans les années 70, les hommes ont commencé à partir, et à partir des années 80, il va y avoir le regroupement familial, et donc c'est le début de l'intégration des populations maghrébines en Europe, c'est-à-dire ce ne sont plus des hommes qui travaillent avec l'espoir du retour, en disant on y va pour travailler et on reviendra. Et donc notamment dans les discours politiques de l'époque et les discours du roi, il y a beaucoup de questionnements autour de cette population qui vit en France et puis ensuite en Espagne, en Belgique. Est-ce qu'ils vont revenir? Est-ce qu'ils peuvent devenir des citoyens européens? Si oui, comment? Donc voilà, c'est un pays qui traverse des secousses, qui en plus se retrouve dans une situation d'ajustement structurel mis en place par le Fonds monétaire international, et en même temps un pays qui petit à petit se développe, qui malgré tout dans les années 90 va s'ouvrir au commerce international, va se libéraliser avec une ouverture, une ouverture à l'extérieur. Donc un pays en clair-obscur, mais dans lequel en tout cas la liberté notamment d'expression n'existe pas, et où il y a où il y a une assez grande violence dans les rapports sociaux. Et donc, l'un des personnages qui va être en prise avec cette violence, sans évidemment dévoiler l'intrigue, c'est Mehdi. Est-ce que vous pourriez revenir un peu sur cette figure centrale dans votre roman et nous dire ce qu'il incarne aussi? Mehdi, il incarne une histoire une part très particulière de l'histoire du Maroc, et pas seulement du Maroc, de l'histoire de beaucoup d'anciens pays coloniaux. Au Maroc, quand les colons étaient, quand les Français étaient là, très peu d'écoles ont été créées. Il n'y avait pratiquement pas d'écoles dans lesquelles il y avait des Marocains. D'ailleurs, en 1956, quand les Français sont partis, il y avait 9 médecins marocains, je crois 5 dentistes et 3 avocats. Donc cette idée de la mission civilisatrice, c'était quand même une très grande farce. Personne n'a été formé. Mais en revanche, ils ont créé un système qui faisait que dans certaines familles marocaines, quand un enfant très brillant était repéré, on le mettait dans ce qu'on appelait l'école des notables, qui était l'école en français. Donc c'était des enfants qui pouvaient accéder à une éducation de qualité, mais c'était une éducation en français, nos ancêtres les Gaulois, etc. Et donc le personnage de Mehdi, qui vient d'un milieu modeste de la ville de Fès, qui est le centre du Maroc et la capitale, on va dire, culturelle et spirituelle du Maroc, il va être repéré comme ça, mis dans cette école. C'est un enfant extrêmement brillant, très en avance, très ambitieux, mais qui va dès l'enfance comprendre que cette éducation est en train de l'arracher en partie à lui-même, est en train de l'arracher à sa famille, et en train de le mettre à distance de ses parents, qui sont des gens traditionnels, avec de la pratique de la religion. Lui a une sorte de tropisme vers l'Occident, une attirance très grande pour ce monde de l'Occident, qui est le monde de la modernité. Cet homme va ensuite devenir marxiste, il va devenir un très brillant économiste, puis un professeur d'économie à la fac, et il embrasse à un moment l'idée peut-être de devenir un grand écrivain, d'écrire un livre révolutionnaire qui changerait l'histoire de son pays, puis ensuite peut-être de faire la révolution, mais finalement il tombe amoureux de Aïcha, qui est une médecin, mais qui est surtout une femme dont les parents sont maintenant des bourgeois installés. Et puis il se dit qu'au fond, les attentats viennent d'avoir lieu, il se dit qu'au fond, dans ce monde dans lequel il y a une telle répression, est-ce qu'il va changer le monde en étant incarcéré dans une prison au fin fond du sud du Maroc, ou est-ce qu'il vaut mieux qu'il intègre le système, et que à l'intérieur du système, il essaye de transformer les choses et de faire le bien et de lutter contre la corruption, d'apporter sa modernité. C'est un homme très moderne, et ça, plusieurs hommes dans le livre sont obsédés par ça, Amine et Mehdi notamment. Et donc il prend en main une banque qu'on va lui confier, qui s'appelle le Crédit Commercial du Maroc, qui est une banque qui est censée promouvoir le tourisme et le développement de l'immobilier au Maroc. Et il va révolutionner cette banque, il va la moderniser en quelques années, et il va connaître un succès absolument fulgurant. Mais ce succès va aussi, et c'est souvent le cas dans ce type de régime, va attiser des jalousies, des envies, et puis il va se montrer très peu coopérant à l'égard de ceux qui, dans le système au-dessus de lui demandent parfois de fermer les yeux sur certaines choses, d'accepter des pots de vin, etc. Et puis, à force d'être trop résistant, eh bien, il va tout perdre. Et donc c'est un personnage effectivement très complexe, en fait en proie de nombreuses contradictions, et vous l'avez souligné notamment sur son rapport à la littérature, moi qui m'a particulièrement touché. Effectivement,
il se fantasme un peu écrivain, mais en même temps, il aime vraiment tellement profondément la littérature. Et d'ailleurs, il y a cette scène où un jour, Mia est très déprimée. Elle a subi, enfin, j'en dis pas plus pour pas vous gâcher le suspense de la lecture. Et Mehdi la rejoint dans sa chambre et dépose 100 ans de solitude près d'elle. Et il lui dit, tiens, lis ça, quelle que soit la raison de ton chagrin, quand tu auras fini de lire ça, tu l'auras oublié. Est-ce que vous êtes d'accord avec Mehdi ? Bah, disons que c'était la méthode de mon père quand j'avais du chagrin, donc voilà, c'est quelque chose que j'ai exercé. Mon père était un homme qui ne savait pas parler, enfin pour qui c'était très difficile d'exprimer ses sentiments, mais je crois qu'on a 1000 façons d'exprimer les sentiments. On vit dans une société qui valorise beaucoup, beaucoup la parole, c'est très bien de parler, mais je pense qu'il y a aussi parfois, dans l'amour, il y a aussi parfois des silences, il y a des tendresses qui sont silencieuses, il y a des générosités qui sont silencieuses ou qui passent par d'autres gestes. Et oui, je crois que justement le fait de s'oublier, le fait de vivre avec d'autres personnages, le fait de partager le chagrin d'autres que soi, je pense que de manière générale, quand on va pas bien ou quand on est triste, la meilleure manière de se guérir, c'est les autres, qu'ils soient réels ou imaginaires. Mais en tout cas, c'est de se décentrer de soi-même. Dès qu'on se met à penser aux autres, je trouve que notre chagrin devient quand même toujours un peu moins lourd, un peu plus relatif et un peu plus surmontable. Donc voilà, mon père faisait ça, et quand plus les chagrins étaient gros, plus le livre était épais, évidemment, parce qu'il fallait quand même qu'il y ait un temps qui passe, mais c'était très joli, il faisait toujours ça, il disait le temps que tu lises ce livre, le chagrin aura disparu. Merci beaucoup. Merci à vous. J'ai encore plein de questions à vous poser, mais le temps passe et je propose qu'on laisse un peu la parole à l'auditoire. Voilà, si vous avez des questions, c'est le moment. Vous êtes très bienvenus et on va vous faire passer un micro. Une question juste là. Bonsoir. J'ai une question qui n'est pas forcément liée à ce livre-là, mais un très beau livre que vous aviez écrit en 2018, dans lequel vous dites avec beaucoup d'humour que vous êtes une arabe qu'on aime bien. Vous buvez de l'alcool, vous mangez de la viande, vous fumez, vous aimez la vie, et vous dites en fait c'est ça l'image qu'on aime en France, d'une arabe comme moi. Et quand on me demande mon origine, je ne suis ni un fromage, ni un animal, j'ai une histoire. 7 ans plus tard, est-ce que vous trouvez qu'on a progressé ? J'ai pas envie de vous répondre une réponse hyper pessimiste en vous disant que non, et que c'est pire, et que c'est horrible, parce que les choses sont beaucoup plus nuancées que ça. En même temps, j'ai pu écrire ça. J'ai pu l'écrire, des gens ont pu le lire. Et peut-être que ça fait que d'autres gens pourront l'écrire aussi, que ça pourra exister ailleurs. Je crois qu'il faut aussi un peu, dans l'époque dans laquelle on vit, nourrir un peu la nuance et nourrir un peu l'optimisme. Donc, est-ce que ça s'est amélioré ou pas ? Je ne sais pas, mais je pense qu'en tout cas, il y a pas mal de gens qui en sont conscients. Je pense que vous dites avec humour, mais je pense que justement l'humour est quelque chose d'extrêmement important. Je vois par exemple dans mon pays, le Maroc, les gens ont un rapport de plus en plus décomplexé à leur identité. Vous voyez, moi dans les années 80-90, on n'avait pas un rapport heureux à nous-mêmes. Être arabe, c'était pas quelque chose dont on se vantait. Être arabe, c'était des pays qui étaient associés à la dictature, qui étaient associés à la pauvreté, qui étaient associés à l'oppression. On appartenait à un monde que les gens appelaient le tiers-monde, mais sans nous expliquer pourquoi ni comment. C'était le tiers-monde comme il y a la mer, les montagnes, l'Atlantique et tout ça. C'était comme ça, mais on nous disait pas pourquoi. On regardait des films dans lesquels il n'y avait jamais d'arabes, sauf c'était des méchants qui parlaient avec un accent, voilà, et qui avaient l'œil qui frise, je sais pas quoi, et le cheveu un peu huileux. Vous voyez, on ouvrait des magazines. Moi, j'ai toujours pensé petite que j'étais laide, parce que j'ai jamais vu dans un magazine une fille qui me ressemblait. Mes cheveux étaient moches, j'avais des trop gros sourcils. Les Arabes, on était moches, on n'était pas intéressants. Donc,
oui, quand même, ça a changé. Et ça a changé parce que les gens le font changer. Parce qu'aujourd'hui, malgré tout, vous regardez la télévision, vous regardez je sais pas, le Parlement, vous ouvrez un magazine. On existe, on essaye de faire exister ça. C'est pour ça que dans le livre, je parle beaucoup aussi du foot. Moi, j'ai une passion pour le foot qui est pour moi très très important et qui raconte beaucoup de choses de nos sociétés. Et quand j'ai vu l'équipe de foot du Maroc en 2022, d'abord le parcours de cette équipe qui s'est retrouvée face à la France en demi-finale dans un truc sans aucun complexe, dans un sentiment de se retrouver face à un égal, pas face à un grand frère ou face à... Et puis surtout cette équipe, 50% de l'équipe elle est binationale. Et une partie de ces gens ne parlent même pas l'arabe dialectal. Ce sont des gens qui ont été élevés à l'étranger. Et quand je demandais aux Marocains, je disais alors, t'es content et tout, lui, tu sais, t'as vu, il passait à la télé, il parle pas marocain. Il m'a dit, je m'en fous, il pourrait venir de Mars, j'en ai rien à foutre. Et c'est juste pour vous dire qu'en fait, c'est intéressant aussi aujourd'hui pour les gens qui vivent dans le monde européen, qui vivent un très grand déclin et un moment de crise difficile et qui, moi, me fait beaucoup de peine et me fait beaucoup souffrir, mais de regarder aussi que dans le Sud, il est en train de se passer quelque chose, il est en train de se développer une modernité identitaire dont les gens ne sont pas conscients. Au Maroc, il n'y a pas une famille où il n'y a pas quelqu'un qui vit à l'étranger. 15% de la population marocaine aujourd'hui, elle vit en partie à l'étranger. Il y a dans toutes les familles un Néerlandais, un Allemand, un Français, un Belge ou que sais-je. Aujourd'hui, on est en train, nous, de se réconcilier avec ce qu'on est. On devient fort en foot, on fait des films, on publie des bouquins. Donc oui, au fond, oui, parce qu'on continue et parce qu'il y a des gens qui ont le feu, qui ont envie de l'emporter et parce qu'on a envie de faire briller ce métissage, cette diversité, tout ce qui fait qu'on est mélangé, qu'on est plein de choses. Donc j'ai pas envie d'être négative. Ouais, je suis l'arabe comme ils l'aiment. Tant mieux pour eux s'ils ont envie de m'aimer parfois pour des mauvaises raisons. Moi, ça me fait marrer, ça me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est qu'on les aime pas pour des mauvaises raisons. Donc voilà, on essaye de se battre pour que ça n'existe plus, mais il faut être un peu optimiste aussi. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions? N'ayez pas peur. Je sais. Alors je sais qu'après, en dédicace, vous allez me dire « Alors, j'ai pas osé poser ma question tout à l'heure. » Donc, je vous préviens. Ça, je n'accepterai pas. Il fallait poser votre question. On partage. Non, mais on est là pour être ensemble et partager, discuter ensemble. Donc, voilà, j'aurai des questions en secret. Ah, voilà. Allez-y, mademoiselle. Il y a deux questions. Alors d'abord, merci pour ce bel échange. J'avais simplement une question à propos aussi du personnage de Mia, qui est un magnifique personnage. En quoi l'émancipation, c'est aussi la plus belle des libertés pour elle? En quoi il y a ce besoin peut-être de rompre, de faire cet incendie de ses racines et de ce qu'elle a vécu et eu comme bagage auparavant pour s'inventer une nouvelle vie? Mais en quoi on doit à la fois s'émanciper et en même temps garder ces racines qui sont au fond de nous? Oui, c'est toute la question, non seulement, j'allais dire, de ce roman, mais toute la question de la trilogie. Et même, je pourrais même dire que c'est la question qui est au cœur de tous mes livres. Je crois que même dans Chansons douces, même dans Le Jardin de l'Orgue, c'est la question comment on fait pour être libre avec les autres. Comment on fait pour rester un individu tout en étant quelqu'un qui crée du lien et qui donc doit faire aussi des compromis. Comment on fait pour faire famille? Comment en plus quand on est une femme et que donc les attentes que les gens ont à l'égard de nous et la manière dont les gens définissent ce que devrait être notre liberté, comment on fait pour jongler entre ça et le désir malgré tout, d'amour, de tendresse, de refuge, d'un foyer, d'un lieu à soi, d'un lieu qui nous définit, d'une patrie, mais quelle qu'elle soit. Je crois que ça, c'est l'aventure d'une vie. Je crois que c'est très difficile de trouver la réponse à ça, et cette réponse, elle se résout finalement, elle se résout dans les liens qu'on crée et dans la chance qu'on a, bon, ou pas, il y a malheureusement des gens qui ne l'ont pas, mais de rencontrer ou de tisser des liens avec des gens
qui sont respectueux de votre liberté. Et non seulement respectueux de votre liberté, mais désireux de cette liberté. Je crois que pour une femme, le plus difficile, c'est pas tellement de s'émanciper, c'est de s'émanciper sans être seule. C'est que cette émancipation ne se fasse pas, ne devienne pas une sorte de sacrifice, notamment dans des sociétés comme les sociétés marocaines. J'ai écrit un livre qui s'appelle Sexe et mensonges, où je suis allée à la rencontre de beaucoup de femmes marocaines, et ce qui m'a fait le plus de peine, ce qui m'a le plus torturée, c'est quand j'ai discuté avec des femmes de 50, 60 ans qui avaient fait le choix d'une vie très libre, qui ne s'étaient pas mariées, qui n'avaient pas eu d'enfants, qui ont profité de leur liberté, et qui toutes m'ont dit « je regrette mon choix, je regrette d'être libre, j'aurais pas dû choisir ça ». Parce que finalement, ouais, je suis libre, mais je suis seule. Et être libre et seule, être libre et complètement isolée dans une société qui vous marginalise, à quoi ça sert? Donc, la liberté, elle a un coût. Elle a un coût. Et c'est faux de faire croire aux gens que la liberté n'a pas de coût. D'ailleurs, la plupart des gens ne veulent pas être libres. La plupart des gens préfèrent le confort à la liberté. La plupart des gens préfèrent la sécurité à la liberté, l'argent à la liberté. La liberté, très peu de gens sont capables de vivre avec elle. Et moi-même, il y a des moments où je ne suis pas sûre, où c'est vertigineux. Mais je crois qu'en tout cas, voilà, la plus grande bénédiction pour une vie de femme, alors je dirais d'autant plus, moi, de mon point de vue, comme écrivain, quelqu'un qui, en plus, décide de s'enfermer dans une pièce et de ne pas s'occuper ni de ses enfants, ni du dîner, ni de la maison, ni de la machine à laver qui fuit, ni de rien du tout pour écrire. Au début, les gens disaient « Ah oui, bon, tu laisses ton bébé pour écrire des poèmes ou je ne sais quoi. » Mais voilà, mais qu'à un moment se tisse quelque chose où votre liberté, vous la valorisez, elle a un prix, elle est à vous. Et elle ne vous éloigne pas des autres et vous arrivez à dompter, à conquérir chez l'autre le fait que votre liberté, elle est précieuse. Et ça, c'est très très difficile, mais c'est une aventure magnifique. Je pense que c'est la plus belle aventure de la vie, c'est de pouvoir être libre sans être seul. Bonsoir. Je voulais savoir quand et comment vous avez su que vous vouliez devenir écrivain, et est-ce que ça a été difficile ou évident? D'ailleurs, c'est pas antinomique. Alors, je l'ai su quand je devais avoir 6 ou 7 ans, je pense. Et qu'un jour, mes parents ont invité des amis à dîner. Et que les amis ont demandé à chacune de mes sœurs « Et toi, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande ?» Et que ma mère, je crois, a dit « Enfin, Leïla, elle sera écrivain. » Et je ne sais pas pourquoi, cette phrase est restée. Elle est restée dans mon esprit. Je ne sais pas du tout si ce souvenir est totalement vrai ou si c'est quelque chose que j'ai ensuite réinventé. Mais en tout cas, j'ai toujours eu la certitude que je serais écrivain. Et puis ensuite, adolescente, quand j'ai commencé à beaucoup lire, j'ai nourri vraiment une véritable idolâtrie aux écrivains. C'est-à-dire que moi, dans ma chambre, j'avais des posters, j'avais des dessins de Baudelaire, de trucs et tout. Mes copines, elles avaient que des trucs de hockey podium ou je sais pas quoi. Et moi, voilà, moi, je voulais être écrivain parce que je trouvais que c'était la plus belle vie du monde. Voilà, c'était des vies de passion amoureuse, de voyage. En plus, ils mouraient tous en se suicidant, en étant alcooliques. Moi, je trouvais que c'était super. Et quand vous dites évident, donc là, on est dans la phase de l'évidence. Et ensuite, la phase de difficile a commencé parce que ça ne consiste pas seulement à être alcoolique et à se suicider. Ça demande quand même beaucoup de travail, beaucoup de ténacité, beaucoup de patience parce qu'en fait, on met du temps à devenir écrivain. On découvre sa voix de manière très progressive. Enfin, c'est quelque chose finalement un peu assez proche de quelqu'un qui se mettrait à faire un sport et qui de plus en plus maîtrise son corps, travaille ses muscles et se rend compte de ce dont il est capable à un moment de se dépasser. Mais en revanche, je n'ai jamais envisagé une autre vie que celle-là. J'ai jamais pensé que je ferais autre chose que d'être écrivain. Et pour moi, c'est la plus belle vie du monde. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Une toute dernière question alors. Ouais, allez-y. Et puis ensuite, on passera aux dédicaces. Ouais. Oui, bonsoir. Vous avez écrit cette trilogie qui vous a pris pas mal de temps, je pense, hein, ça ne se fait pas comme ça. Moi, je serais intéressée de savoir, à partir du moment où vous avez décidé d'écrire en 3 livres, comment vous avez projeté la finalité d'un livre, comment vos personnages vous ont dévié
cette finalité que vous vouliez et comment, au bout du compte, vous avez sûrement réussi à aller jusqu'où vous êtes allé, jusqu'où vous vouliez aller. C'était en fait comment vous avez... comment vos personnages vous ont embêté et comment vous les avez aussi embêtés. Dans l'écriture de quelque chose comme une trilogie, il faut trouver le bon équilibre entre la solidité de la structure et la possibilité de l'accident. Parce que dans l'écriture, il faut qu'il y ait des accidents, il faut qu'il y ait des choses qui vous surprennent, il faut que d'un coup, voilà, vous puissiez effectivement aller dans une autre direction. Mais il faut quand même d'abord que la structure, elle soit solide. Et il faut construire quelque chose du premier jusqu'au troisième dans lequel il y ait des échos, bon, d'abord dans lequel il y ait une très grande cohérence. Enfin, il faut avoir construit des choses pour que le personnage de Mathilde qu'on a fait naître dans le premier, à la fin, on sache où est-ce qu'elle va terminer, comment. Donc j'avais construit une espèce d'immense d'immenses structures qui étaient des structures chronologiques par personnage, ensuite par événements, les événements au Maroc, les événements en France, les événements dans le monde, et ensuite j'ai tout croisé. Donc je savais aussi, c'est la grande théorie de Tchekhov, si vous mettez un fusil dans une pièce, il faut l'utiliser. Donc je savais que si par exemple j'utilisais un élément dans le premier qui est arrivé, il fallait que dans le deuxième, ça puisse être résolu et que peut-être on en ait le souvenir dans le troisième, ce qui permet de créer avec le lecteur aussi une forme de complicité. Mais effectivement, il y a toujours des choses qui nous dépassent, et notamment les personnages, d'autant plus quand on écrit une trilogie, c'est-à-dire qu'on vit avec eux pendant 6-7 ans. Mes personnages sont devenus vraiment sont devenus des personnes à part entière de ma vie. Moi, j'aime beaucoup une phrase de Amos Oz qui dit « Un écrivain, c'est comme un épicier, tous les matins, on ouvre la boutique et on attend les clients. » Et c'est exactement ça. Le matin, on attend les clients, et les clients, c'est les personnages. Et donc, il faut être très disponible à ces personnages. Il faut pouvoir à un moment s'oublier pour vraiment les écouter, les laisser nous dépasser, les laisser, enfin aussi accepter parfois de ne pas totalement les comprendre au début, de ne pas comprendre pourquoi ils ont une impulsion comme ça. Moi, ça m'arrive. Alors, il y a des personnages qui sont plus libres que d'autres. Et il y a des personnages qui sont plus retors, avec lesquels on se dispute beaucoup. Parce qu'ils veulent absolument faire quelque chose qu'on ne veut pas qu'ils fassent. Et on a beau essayer, ça ne marche pas. Et, par exemple, le personnage de Selma, c'est un personnage qui ne m'a jamais laissé lui faire ce que je voulais. Et elle a toujours pris ses décisions. Elle m'a toujours surprise. J'ai toujours commencé une écriture de scène et ça se terminait jamais comme je voulais. Par exemple, dans le deuxième, il y a un passage où Selim devait venir chez elle simplement pour lui apporter de l'argent et elle devait l'aider en lui donnant de l'argent pour qu'il parte et en fait ils ont fait l'amour. Mais c'était pas du tout prévu, c'est vraiment Selma, non, mais je dis c'est vrai, c'est vraiment Selma qui d'un coup a ressenti pour lui un très très grand désir et j'ai senti qu'elle était là, je l'ai vue, je l'ai sentie dans sa cuisine où elle s'est dit, en fait, d'abord elle l'a désiré, puis elle a voulu se venger, et moi j'étais pas d'accord, en plus je trouvais ça quand même, ça allait m'apporter beaucoup de complications, cette espèce d'histoire un peu de d'inceste, et c'était impossible, j'ai essayé de l'écrire dans tous les sens, elle voulait pas, et j'ai été obligée de l'écrire comme ça. Il y a d'autres passages, dans le troisième, j'ai essayé 1000 fois d'écrire, par exemple, je vais pas vous divulgacher, mais un passage sur Mehdi qui va beaucoup vieillir et qui va finir par disparaître, et à la disparition d'Amine, sa disparition, je l'ai écrit, et à un moment, c'est lui qui m'a imposé sa propre manière. Mais ça, c'est magnifique. C'est magnifique de pouvoir vraiment les connaître et les aimer à ce point. Vous voyez, vous levez la tête à la fin de la journée et vous dites, mais d'où ça vient ? D'où ça vient ? Et en fait, ce qui est magnifique, c'est de se rendre compte, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'est très bien de se décentrer. On se rend compte qu'on a plein d'autres en nous. On n'a pas que nous en nous. On a plein d'autres. Et on oublie ça, on l'oublie tout le temps. On pense qu'on n'a que nous en nous. Et on pense que notre identité, c'est nous. Mais c'est pas vrai. On est plein des autres. En fait, on a en nous une capacité immense à comprendre, à vivre dans une forme d'empathie. Et par l'écriture, et par la lecture aussi, on s'en rend compte. Quand on lit, d'un coup, on se rend compte qu'en fait, cette personne qui pourrait nous paraître en fait très 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 éloignée de nous, on ressent une tendresse pour elle très grande, mais on a plein d'autres en nous et ça pourrait être et ça devrait être un moteur politique tellement puissant de se souvenir qu'on a l'autre en nous. Et je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Merci beaucoup. Merci. Leïla, merci à vous. Magnifique merci parole. beaucoup.